Mes chers amis, frères, sœurs, voisins, voisines, ennemis et futurs ennemis, pour certains, à tous, bonsoir. Je m'appelle Laurent Mangala, je suis porte-parole du Cercle des étudiants congolais du Val-Aneuf, ainsi que responsable du pôle culturel, lequel organise la conférence débat à laquelle vous êtes présents aujourd'hui, dont je rappelle le titre, à savoir « L'indépendance du Congo, mythe ou réalité », avec pour sous-titre « Effacer le paternalisme pour créer l'égalité ». Avec un sujet pareil, on s'attend souvent aux heures, mais vous verrez qu'on peut s'en sortir, enfin, du moins on va essayer. Je tiens, avant d'entrer dans le vif du sujet, à remercier le pôle directionnel du cercle, à savoir Steve Poto, le président, ainsi que la vice-présidente Grace Munganga, qui n'est pas présente aujourd'hui pour des raisons médicales, donc elle est excusée, évidemment. Grâce à eux, et ce, au travers de leur clairvoyance et la confiance qu'ils nous ont donnée, nous avons pu organiser au cours de cette année sur le campus de l'UCL différents événements culturels, toujours plus riches, parmi lesquels un café littéraire et aujourd'hui cette conférence. Je remercie d'ores et déjà chacun de vous, vous qui brillez par votre présence, contrairement à d'autres qui brillent par leur absence, répétée pour certains. Bon, je vois parmi vous des revenants, mais on ne va pas les citer, on va s'en tenir à ça. Évidemment, je remercie chacun de nos intervenants qui sont présents derrière moi pour leur disponibilité d'une part, mais également pour leur intérêt et pour leur engouement pour la question. Je permets également de souligner que j'attends avec autant d'impatience que chacun de vous les propos et les développements qu'ils vont tenir. Ils devraient pouvoir enrichir notre connaissance, notre réflexion et notre capacité à gérer, entre guillemets, la question qui sous-tend le débat auquel vous êtes présents aujourd'hui. L'Afrique subit ce qui est impensable pour tout autre continent. Ce qui est impensable dans un État souverain. Souveraineté, concept suranné. Pourtant, l'Europe en vit, le mange, le mâche, le recrache et l'ingurgite à nouveau sans cesse. Souveraineté. Souveraineté. Qu'est-ce donc que la souveraineté? Quand je pense au Congo, j'ai l'impression que c'est le droit de se plaindre selon les moyens qui nous plaisent, cultivant une éternelle dette morale dans le cœur du Congolais vis-à-vis du Belge. Les douleurs passées sont passées, c'est vrai, mais un peuple qui n'a pas reconstruit son socle de base, sa conscience historique, n'est-il pas voué à se perdre et à être porté ci et là à tout vent de doctrine, dépossédé de ses moyens, dépourvu de boussole face à ce grand tout qu'est le monde? Nous allons ainsi parler ce soir, sans tabou, de l'indépendance. L'indépendance. On a chanté et dansé sur le thème entraînant d'indépendance. Tcha-tcha. Tu as dansé, toi. Non, elle va danser. Non, ne vous laissez pas. Non, elle va danser. L'indépendance. L'indépendance a fait pleurer. L'indépendance a fait crier. L'indépendance a fait souffrir. Mais elle a aussi fait sourire, danser et chanter. L'indépendance. Les promesses de l'indépendance, mais que sont-elles donc devenues? Que sont-elles donc devenues? Le paysage congolais est-il vraiment celui d'un État indépendant? Je vous demande, notre économie reflète-t-elle vraiment une aptitude à contrôler notre destin? Notre politique intérieure est-elle celle d'un État qui peut se considérer comme étant capable même de s'assumer? Et notre gouvernement, avons nous-mêmes un gouvernement? Sans détour, je vous pose la question. Qu'est-ce que l'indépendance? On a pensé que l'indépendance était un Congo sans les mains. Très franchement, je vous le dis, c'était une erreur. Une erreur que l'on a payée chèrement, que l'on paye d'ailleurs encore aujourd'hui. La géopolitique, ce n'est pas un jeu qui s'improvise du jour au lendemain. Un Congo sans la Belgique, demain? J'en doute. On n'efface pas l'histoire, presque. Du moins, on n'efface pas le passé. Alors, quelle voie emprunter? Quelle voie? Les dommages sont là, les blessures également.
Les souffrances passées ne sont guère cicatrisées. L'alcool, la danse, la foi, pour essayer d'oublier le mal qui ronge continuellement. Mais au fond, quel lien doit persister? N'avons-nous pas été des souverains, des guerriers, des cultivateurs, des tisserands de renom et tant d'autres choses? Congolais, je vous le demande. N'avons-nous pas connu de part et d'autre de ce vaste Congo moderne nos propres us, nos coutumes, nos gloires, nos défaites? Tant de mots et tant de visions de la liberté. Devrions-nous chasser l'autre pour devenir nous? Je me refuse à penser. Je le répète, on n'efface pas le passé. Réapprenons, oui, réapprenons qui nous sommes et présentons-nous sous un nouveau jour. Merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous semblez pensif. Et je remercie d'abord les étudiants de l'UVL9 pour m'avoir invité à venir modérer cette soirée culturelle. Et comme il l'a dit, on a deux orateurs. À ma droite, Julien, qui est chargé de projet à la coopération, éducation, culture, ONG. Et CEC promet les expressions artistiques africaines francophones depuis plus de 30 ans, particulièrement la littérature. CEC développe également différents outils d'aide à la compréhension des stéréotypes attachés à la représentation d'Afrique et des Africains. Et dernièrement, CEC a présenté au Parlement européen à Bruxelles une version actualisée de l'exposition Notre Congo, la propagande coloniale belge dévoilée. Et à ma gauche, nous avons M. Calvin Soares. Lui, il est coordinateur du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Il est professeur dans le secondaire supérieur, journaliste, ancien conseil juridique au RACS, et il est agrégé en sciences sociales et sciences politiques. Et donc, c'est eux qui vont parler. Chacun d'eux aura 20 minutes d'exposé. Après les exposés, nous aurons un débat, un échange avec eux. Et vous aurez la parole pour pouvoir donc rendre vivant nos débats. Je souhaiterais ceci. Quand vous vous présentez, quand vous ouvrez le micro, vous vous présentez et vous posez directement la question. Ne commencez pas une autre conférence. De telle sorte que les conférenciers sont là pour vous répondre. Et sur ce, je passe la parole au premier intervenant. J'ai cru que c'était Calvin qui avait commencé. Tu veux commencer, que tu veux. Bon, moi, le sujet me semble un peu vaste pour, en tout cas pour l'ONG que je représente, parce que je pense que je suis là parce que, pardon, j'ai oublié ton prénom. Orlando, c'est ça. A vu l'exposition dont on vous a parlé à l'instant. Donc, je complète juste un petit peu. CEC a 30 ans d'existence. C'était une poignée d'hommes de lettres dans les années 70 qui décident d'ouvrir une bibliothèque de prêt, une bibliothèque spécialisée dans la littérature francophone, qui est toujours existante, qui est à Bruxelles, à Arlois, et qui est singulière au sens où elle s'attache à promouvoir cette littérature africaine et maintenant plus amplement la littérature caribéenne. Dans ce cadre-là, ces personnes qui ont mis en place cette ONG culturelle ont très vite buté sur un premier problème, c'est qu'il fallait, avant de faire découvrir la littérature africaine aux Belges, lutter contre les stéréotypes et les clichés qui étaient attachés aux personnes d'origine africaine, soit vivant sur le sol belge, soit vivant encore en Afrique et s'exprimant au travers des livres. Donc ils ont très vite mis en place une série d'outils pédagogiques et très vite, l'un des outils privilégiés de CEC a été des expositions qui ont présenté un certain nombre de choses, et notamment une des sources de ces clichés et stéréotypes, qui est toujours la propagande coloniale belge, d'où l'idée de retravailler sur une vieille exposition qui avait eu lieu il y a maintenant 15 ans, qui s'appelait Notre Congo, The Congo, et qui s'attachait à présenter aux Belges et à tous ceux qui résidaient sur le territoire belge cette propagande coloniale, et uniquement cette propagande coloniale qu'on destinait alors aux métropolitains. Je reprends mes notes.
pas vous saouler 3 heures avec la propagande coloniale. J'aurais bien voulu vous montrer des images parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'images dans cette exposition. Je pense qu'on n'aurait pas pu de toute façon. Juste vous signaler que cette exposition est itinérante, qu'elle va recirculer en Belgique francophone et néerlandophone, et que la prochaine présentation aura lieu au musée Bellevue, je vous en reparlerai tout à l'heure, en octobre et novembre 2014. Alors, d'abord, je pense qu'il faut, je vous ai préparé une petite définition de cette propagande. Alors, pourquoi on parle de propagande ce soir? Parce qu'elle est évidemment reliée au paternalisme. Je pense qu'on ne peut pas oublier, quand on parle de paternalisme, cette propagande coloniale qui, justement, mettait en scène, présentait ce paternalisme qui était soit conscient, soit inconscient dans ces images et dans ces textes de la propagande coloniale belge. Juste une remarque sur le titre de ce soir. Indépendance du Congo, mythe ou réalité, effacer le paternalisme pour créer l'égalité. Moi, j'y vois une question, hein, c'est le titre de la soirée, et j'y vois une piste auquel j'espère qu'Alain va commencer à répondre tout à l'heure. Nous, on se situe dans effacer le paternalisme. En fait, le but de cette exposition, qu'on a retravaillée, puisqu'elle a été présentée en 2000, et on l'a retravaillée sur la demande d'un professeur franco-congolais, qui est Likiam Bokolo, qui à la fois enseigne à Paris, mais aussi à Kinshasa, donc qui est vraiment entre les deux continents. L'idée d'Elikiam Bokolo, quand il est venu nous voir, c'est il se souvenait de cette première exposition et il nous a dit « je veux emmener cette exposition à Kinshasa ». Ce à quoi on lui a répondu « en l'état actuel des choses, c'est impossible, cette exposition s'adressait uniquement aux Belges ». Donc on est parti sur un travail, et puis il fallait dire aussi qu'en 15 ans, la Belgique a fait remonter les archives. Alors comment on fait remonter les archives? Il y a une loi qui dit qu'au bout de 50 ans, les archives sont déclassifiées, on peut y accéder. Donc les archives qui concernent le Congo à l'époque belge sont aujourd'hui déclassifiées, vous pouvez légalement y accéder quand vous voulez. Ça, c'est pour le principe. Je vous invite à prendre contact avec les archives du ministère des Affaires étrangères à Bruxelles. Vous verrez que vous allez passer par un petit parcours avant d'arriver à la première consultation d'archives. Mais c'est une autre histoire. On a travaillé donc sur ces archives, et puis il y a des gens qui meurent, parce que la colonisation belge a ça de singulier que quand les gens allaient au Congo, on avait une concentration de Belges qui allaient au Congo, puisque le Congo était 20 fois plus grand que la Belgique, et qu'il fallait énormément de Belges comparés aux autres colonies, et comparés aux autres empires coloniaux comme la France ou l'Angleterre. Par exemple, en France, c'est assez disparate dans les familles. Moi, quand je discute en Belgique avec les gens, je pense que je ne connais pas une seule famille qui n'a pas quelqu'un qui est parti au Congo, que ce soit un grand-oncle, une tante, un cousin, qui n'ait pas affaire avec la colonisation et avec l'ancienne colonie. Donc, quand ces personnes meurent, puisqu'elles sont en train de mourir maintenant, les archives remontent, on sort des archives de chez elles et on les redécouvre. Et puis, il y a des archives qui ont été oubliées, alors soit volontairement, soit involontairement, la majeure partie involontairement, parce que ce qui s'est passé en 60, c'est une indépendance demandée par les Congolais, je tiens à le souligner ici. On dit souvent que la Belgique a donné l'indépendance aux Congolais, je pense que c'est les Congolais qui se sont battus pour avoir leur indépendance, ça c'est la première chose. Et donc quand on accède à cette indépendance, on y accède extrêmement rapidement, et tout se fait très rapidement, à la fois pour les Belges et à la fois pour les Congolais. Et vous connaissez ensuite ce qui s'est passé au cours de l'année 60, et les choses se sont précipitées, et se sont tellement précipitées qu'on n'a pas trop compris, en tout cas en Belgique, ce qui arrivait à cet état colonial. Et donc, on a baissé le rideau Congo, et on a, en gros, introduit une espèce d'amnésie dans les têtes, et surtout dans les familles. C'est-à-dire, et pour comparativement essayer de faire un parallèle, on est à peu près dans la même démarche amnésique, involontaire évidemment, qu'en France avec sa colonie, l'Algérie. Moi je compare en tout cas ce qui s'est passé avec le Congo belge, avec l'ancienne Algérie française, où on ne parle pas dans les familles, on en discute très peu, on n'en a pas forcément honte, mais on ne veut plus en entendre parler parce qu'on dit que c'est du gâchis, etc., etc. Bref, je reviens à l'exposition et je reviens d'abord à une définition de ce que pourrait être
de ce que pourrait être la propagande, parce que je pense que c'est d'abord très très intéressant de définir. Alors que dit Larousse? Le Larousse dit que c'est une action systématique exercée sur l'opinion publique pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de propagande coloniale? Parce qu'au tout début, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire coloniale, au tout début de cette histoire, dès 1885, il s'agit d'une volonté personnelle d'un roi, le deuxième de Belgique, Léopold II, et pour faire court, à l'époque, c'est une volonté de quelques hommes autour de Léopold II et de Léopold II lui-même. Et que le peuple belge, à vrai dire, cette colonie, ce Congo, il n'en a rien à faire. Et il va falloir le convaincre. Et à l'appui, c'est cette propagande qui va se mettre en route et qui ne va jamais cesser jusque 60. Et la singularité de cette propagande belge, c'est qu'elle ne cessera pas jusque 60, elle s'intensifiera même, mais en plus de ça, elle va être construite sur des principes, des préceptes, des idées, des clichés, des stéréotypes qui ne vont pas changer des années 10 jusqu'aux années 60. Et ça, c'est assez époustouflant à regarder dans la longueur, de s'apercevoir que le Congolais ou la Congolaise va être représenté de la même manière dans la presse missionnaire de 1900 et de la même manière dans la presse missionnaire de 1960. Je referme la parenthèse. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est nécessaire de ressortir ces vieilles images? Ça, c'est une question qui à la fois nous est posée parfois par des jeunes gens, des étudiants, des élèves, mais aussi par des ex-coloniaux, mais aussi des gens qui sont nés au Congo, qui n'ont pas trop compris pourquoi à 5 ou 6 ans, ils ont dû être rapatriés à la hâte en Belgique où on ne les attendait pas forcément avec un grand sourire, et qui s'énervent quand ils voient l'exposition, c'est ce qu'on a constaté au Parlement, et qui viennent nous faire un scandale en nous disant « Pourquoi est-ce que vous montrez ces images? Vous voulez remuer des plaies, vous voulez remuer le couteau dans la plaie. » Alors, notre politique à CEC, c'est pas de remuer un couteau dans une plaie. Notre politique à CEC, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des stéréotypes et des clichés qu'on a aujourd'hui en Belgique par rapport, soit, pour faire court, aux Noirs, soit aux personnes africaines, soit issues de la diaspora, soit y vivant encore, soit sur l'image de l'Afrique. Et quand on regarde tout ça, on constate que malheureusement, la société belge, et je pourrais dire même la société européenne dans son ensemble, est encore perclue de clichés qui persistent. Alors, je vous ai amené 2 exemples, parce qu'il fallait quand même que je vous amène des images. Je ne sais pas si vous avez entendu dans l'actualité récente, mais il y a eu Barack Obama à Bruxelles, et dans ce cadre, The Morgan, un journal tout à fait sérieux, soi-disant sérieux, a publié une photo de Barack Obama et Michelle Obama transformés en singes. Alors, ils la publient, mais ils ne la font pas. Alors, quelle est l'histoire d'abord de cette photo? Cette photo, je vais la faire passer, parce que ça ira plus vite. Cette photo est une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux russes. Hein, c'est le départ de ce photomontage et qui a été diffusé, jusqu'à être imprimé un matin par De Morgan. Scandale en Flandre, on en a très peu entendu parler, me semble-t-il, en francophonie. Il y a des gens qui ont entendu parler de cette histoire? Oui. Scandale, excuse du rédac-chef de Morgan. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette comparaison de l'homme noir et du singe, on la retrouve systématiquement dans la propagande coloniale belge, française et même parfois anglo-saxonne, mais surtout belge et française. Et donc, certes, on a publié ça dans les pages satiriques de Morgan. Certes, c'est pas De Morgan qui fait le montage, mais on publie et on croit ça drôle. Alors, ça c'est un exemple. Alors, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que cette image de l'homme singe, l'homme noir, l'homme singe, on la retrouve de façon systématique dans cette propagande. Décidément, Barack Obama est une grande source d'inspiration, c'est aussi parce qu'il est noir, et ça c'est ce qu'on pense. Deuxième mini-scandale lors de cette visite, l'histoire du spéculoos, est-ce que quelqu'un a entendu parler? Alors, c'est l'histoire d'un pâtissier belge qui décide d'offrir un spéculoos géant grandeur nature à Barack Obama et qui le représente. Alors, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais en fait, la représentation de Barack Obama, en tout cas quand on regarde sa tête, c'est des grosses lèvres et un nez épaté. Ce qui correspond à un cliché, un stéréotype dans la représentation des Africains, si on suit aussi toute cette représentation et l'iconographie de la propagande coloniale belge. Alors que Barack Obama, me semble-t-il, à moins que j'ai mal vu, n'a pas de grosses lèvres et n'a pas forcément de nez si épaté que ça. Bien, je pense que vous devez applaudir votre...
merci d'avoir été discipliné. Il m'a pris 5 minutes, mais ça valait la peine. On aurait pu lui ajouter encore 5, mais c'est le programme des organisateurs. Et avant de passer au deuxième intervenant, je demanderai à ceux qui ont des questions déjà préparées, donc la mouture de la question de telle sorte que quand vous aurez la parole, vous ayez la facilité d'intervenir et l'orateur aussi aura plus facile à vous répondre d'une façon succincte. Bien, et il est 19h51, nous donnons la parole à Kaizen Suarez qui va nous donner aussi son exposé en 20 minutes. Voilà, merci chef. Alors, dans le discours d'Orlando, et j'en profite pour compléter la présentation du collectif qui a été faite ici, nous avons remarqué que les revendications de l'égalité mémorielle, mais aussi de l'égalité au niveau du traitement politique et citoyen, en Belgique au niveau des jeunes, a pris une tournure assez importante. Elle a pris une tournure dans les paroles, sur les réseaux sociaux. Nous attendons que cela passe aux actes. Mais ayant fait ce constat, et avec d'autres qui sont beaucoup plus anciens que moi, qui luttent sur ce terrain depuis plus de 30 ans, des gens qui ont milité à l'ULP et à l'UCL contre la dictature de Mobutu et d'autres sur le continent, nous avons décidé d'unifier nos forces et de ne pas être disparates. Les associations se sont unifiées. Il y a dans le collectif plus de 140 associations, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, qui travaillent sur les questions de mémoire, de préjugés, de stéréotypes et de lutte contre les discriminations. Parce que nous avons constaté que nous étions, les communautés africaines, étions la dernière roue du carrosse, généralement en Belgique. Alors, qu'est-ce que nous faisons comme activité? Puisque lorsque nous avons écrit la charte du collectif, nous sommes allés voir les politiques et nous leur avons dit, écoutez, nous allons changer le logiciel de fonctionnement des associations. Il y en a marre de courir derrière vous pour avoir des subsides. Nous allons travailler sur le terrain, nous militants, nous allons investir de nos poches. Et si vous pensez que ce que nous faisons dans le cadre de la formation de la jeunesse, dans le cadre de cette jeunesse qui est de plus en plus révoltée, si vous pensez que nous faisons œuvre utile, vous allez venir vers nous. Nous n'allons plus venir, nous n'allons plus reproduire ce schéma de venir nous agenouiller devant vous et vous demander quelques cacahuètes. Donc c'est ce que nous avons fait. Et nous faisons des conférences formation, puisqu'on parlait de l'enseignement, je suis enseignant, et nous nous rendons compte de cette absence. On parlait d'amnésie, c'est plus qu'une amnésie. Moi je dirais même que c'est une amnésie volontaire, d'effacer toute cette trace-là. Heureusement que les associations travaillent, comme le CEC et d'autres, et nous faisons donc des conférences formation, où nous formons les gens dans le cadre de l'histoire de l'Afrique en général. Donc, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, et nous le faisions avant chaque semaine. Mais nous avons remarqué que c'était devenu trop lourd. Chaque samedi, les gens ne venaient plus, alors on sait que c'est difficile. Nous avons décidé donc, avec nos partenaires, de le faire une fois par mois. Nous l'avons commencé en mai dernier. Et nous avons prévu, dans ce mois d'avril, et nous avons prévu que la prochaine ait lieu en juin, plutôt vers la fin du mois de juin, pour permettre aux étudiants comme vous de venir à ces formations. Nous faisons également des visites guidées. Pourquoi faisons-nous des visites guidées? Parce que à Bruxelles, à Ostende et dans d'autres villes, il y a un magnifique patrimoine. On parle de la statue. Je rappelle que cette statue se trouve aussi sur le monument du cinquantenaire à Bruxelles. Donc, on trouve un patrimoine qui nous permet de déconstruire les préjugés, qui nous permet de travailler les consciences. Et nous faisons une fois par mois des visites guidées. Il y en a, je reconnais certaines têtes qui sont déjà venues aux visites guidées. Et pour vous donner un peu l'eau à la bouche, est-ce que vous savez pourquoi
vous êtes sans doute passé devant, la statue de Léopold II ne fait pas face à son palais, mais fait face à la banque ING. Normalement, un roi doit faire face à son palais, il est sur son cheval, hein, il doit faire face à son palais, tout simplement parce que cette statue a été faite pour remercier la banque Lambert, dont le successeur est ING, parce que le baron Lambert, qui est le propriétaire de la banque, a été le premier à financer l'exploration du Congo que Léopold II a faite. Et concernant la question de Lippens et de Bruyne, on sait que ça a été une propagande de dire que c'est l'esclavage qu'on combattait. Tout le monde sait que Léopold II a fait la guerre pour l'ivoire. Hein, et que les marchands qui faisaient de l'esclavage, bien sûr, faisaient aussi du commerce d'ivoire et qui se sont opposés à Léopold II dans ce commerce d'ivoire. Voilà un peu la propagande dont Julien parlait si bien. Alors, moi j'appelle le cercle à rejoindre le collectif parce que nous faisons des conférences, des visites guidées et nous travaillons aussi avec les scientifiques. Parce qu'au début, on nous a reproché, on nous dit, mais vous dites des choses et vous dites que vous vous basez sur le terrain. Comment est-ce que ça peut être vérifié scientifiquement? Eh bien, ça commence à être fait. Donc, nous allons organiser un grand colloque international en 2014 et nous participons à des conférences lorsqu'on nous invite. D'ailleurs, je pense que Orlando et d'autres m'ont vu prendre la parole avec le professeur Eliki Mbokolo sur la question de la mémoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en savent très peu sur cette question et qui doivent se former, qui doivent connaître la vérité et qui doivent lever les équivoques et les tabous. Et vous allez voir que mentalement, nous avons encore des problèmes. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Alors, je dois vous avertir, je suis venu ici avec la nécessité de vous dire des vérités qui choquent, hein, tant sur le plan de l'égalité citoyenne en Belgique que sur le plan géopolitique entre le Congo et la Belgique. Hein, ce sont les deux axes de mon intervention. Je vais commencer par une métaphore, celle que j'appelle la valise coloniale. Vous savez, là, je dis souvent la colonisation, c'est comme une valise. Vous connaissez les vieilles valises à code, hein, où il y a un code qu'il faut mettre. Alors, on a fait qu'il y avait des gens qui étaient là, qui avaient leur valise, qui connaissaient le code et qui savaient comment l'ouvrir et comment utiliser ce qu'il y a là, les outils qu'il y a là. Il y a des gens qui arrivent, qui leur arrachent cette valise et qui leur imposent une nouvelle valise avec un nouveau code. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils ne leur donnent pas le code pour ouvrir la valise. Et que font ces gens? Ils passent leur temps à prendre des marteaux, des tenailles et tout ça pour casser la valise et pour pouvoir utiliser ce qu'il y a là-dedans. C'est ce à quoi nous faisons face. Quand on nous parle même de démocratie, c'est une démocratie qui a été importée, qui ne se base pas sur nos cultures, hein, sur ce que nous faisions à la base. Donc tout ça, c'est quelque chose de mental, qui est important. Et c'est ce boulet que nous traînons depuis jusqu'aujourd'hui. Alors, sommes-nous mentalement indépendants? On parle d'indépendance, d'abord nous, en tant que citoyens, individuellement, sommes-nous mentalement indépendants? Posons-nous la question par rapport à ce boulet que nous traînons depuis des années. Et qu'on a imposé à nos aïeux, que nos aïeux nous ont transmis comme héritage. Commençons par la situation en Belgique. Je vais vous lire, et ça, nous l'avons fait, nous avons commencé à le faire parce que nous avons commencé à prendre à défaut, puisque nous travaillons avec le musée de Tervuren, nous travaillons avec le Centre pour l'égalité des chances, nous travaillons avec les grandes institutions de ce pays. Nous rencontrons les ministres, nous rencontrons les directeurs, ceux qui dirigent ces grandes institutions. Et je vais vous donner, je le donne toujours, un petit paragraphe qui a été écrit par une institution fédérale, une institution publique, sur l'état des préjugés sur les Noirs dans ce pays. Et c'est ce paragraphe, je l'ai tiré d'un dossier de presse du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui a produit ce dossier à l'occasion
de l'année internationale des personnes d'ascendance africaine, c'était l'année 2011. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, mais l'Assemblée générale des Nations Unies avait décrété l'année 2011 année internationale des personnes d'ascendance africaine parce qu'ils se sont rendus compte que les discriminations, le racisme touchaient de plein fouet plus encore ces personnes-là. Et qu'on a décrété cette année pour que les pays puissent mettre en œuvre des outils, pour que les pays puissent axer leur lutte envers ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a fait en Belgique? On n'a rien fait. Est-ce que vous avez même entendu parler de cette année-là? Non, pas du tout. Alors, il y a une chose notable qui a été faite, c'est ce dossier de presse. Et que dit ce dossier de presse? Que dit ce paragraphe dont je vous parle? J'ouvre les guillemets. 3 points de suspension. La Belgique connaît en effet mal sa migration congolaise et africaine en général et entretient une relation difficile avec son passé colonial. Or, interroger notre relation à l'altérité noire et lutter contre les préjugés et la discrimination dont sont victimes les personnes d'origine subsaharienne passe aussi par la réconciliation des mémoires. Est-ce qu'en agissant ainsi, en se taisant sur cette année, est-ce qu'on œuvre pour la réconciliation des mémoires? Je vous pose la question. Et voici ce que le Centre dit en continuant. 2 études publiées en 2009 et 2010 par le Centre examinent les perceptions des groupes minoritaires par les Belges et inversement. En 2011, vous allez voir que les perceptions n'ont pas changé. Autant le groupe des Maghrébins est perçu comme une menace et un groupe peu désireux de s'intégrer, les Africains subsahariens sont eux perçus de façon inférieure. Ce qui les caractérise est leur tempérament gai, enjoué et l'intérêt qu'ils attachent à leur apparence. Leur philosophie de vie est très variée, plus orientée sur le plaisir et moins sur le travail. Les Africains vivent aussi davantage en communauté, ce qui peut occasionner des nuisances. Voilà ce que le groupe majoritaire en Belgique pense de nous. Et ce n'est pas moi qui l'écris, c'est une institution publique fédérale qui l'écrit. Vous savez, les victoires des Congolais en Afrique, en boutant les Allemands dehors, ont permis qu'on donne la Belgique, le Burundi et le Rwanda à la tutelle belge. Et qu'on donne les cantons de l'Est, Eupen ici. Si Eupen a été donné à la Belgique, c'est grâce aux combattants congolais. Il faut le dire. On a lutté pour avoir une place au Lumumba, à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on a fait? Toujours cette vieille pratique du diviser pour régner. On nous a opposé une conseillère communale d'origine burkinabé. Mais oui! Et finalement, le Parti socialiste, qui voulait sauver sa majorité à Ixelles, et les libéraux du MR ont voté contre. Dernier exemple, Augusta Chibi. C'était la seule infirmière congolaise lors de la Deuxième Guerre mondiale. La seule. Quand je dis la seule congolaise, ce n'est même pas qu'il y avait d'autres. Elles étaient 2. La Belge est morte très rapidement. C'était la seule à... Non, je ne dis pas qu'elle était morte parce qu'elle était faible. Comprenons-le bien. Elle est morte sur les bombardements. Et la seule à rester pour soigner les GIs américains, c'était celle-là. Les Américains l'ont honorée. C'est quand les Américains l'ont honorée, elle était belge d'origine congolaise. Pendant des années, la Belgique n'a pas honoré cette dame. Même pas un nom de rue à Bastogne. Mais ils ont attendu, c'est quand elle a eu 90 ans qu'on a pris cette dame en catimini, qu'on l'a amenée au cabinet de M. Ducrème pour lui donner une médaille. C'est quand même incompréhensible. Parlons, je vais terminer rapidement par la situation géopolitique entre le Congo et la Belgique. Vous savez, nos indépendances actuelles, c'est un mythe. Il faut le dire, c'est un mythe. Nous ne sommes indépendants que formellement, sur le papier. Cette conséquence de la mentalité paternaliste, elle existe sur les dirigeants congolais actuels. Elle n'a jamais cessé d'exister, en fait. Depuis la mort de Patrice Lumumba, elle n'a jamais cessé d'exister. Il y a une absence totale de conscience historique et politique par rapport à ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui. Ils n'ont aucune conscience historique ou politique. Ce sont des affairistes. Il faut le dire. Au niveau des dirigeants belges. Donc l'idéal serait alors de répondre en maximum 3 minutes
à une question si c'est question par question. Oui, donc c'est répondez d'une façon brève. Donc là, je vais lire la question de Mademoiselle Jimmy, qui est juste ici. Comment expliquez-vous que certains Congolais se sentent patriotes, revendiquent une liberté totale et une indépendance transparente, alors qu'ils sont eux-mêmes les premiers à ne pas être présents lors de divers événements? Donc, où se trouve la logique? Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à M. Calvin Suarez.